Amis sportifs, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur l'Intelligent TV pour ce 5e numéro de votre émission Aquacan. Aquacan, vous le savez, c'est le rendez-vous du sport, le rendez-vous de l'actualité sur la CAN 2023. Bienvenue à tous et à toutes. Au menu de ce numéro, le groupe à la loupe jettera un regard sur le groupe B. Avec Cécile Mobio, nous aurons les échos de la CAN et la question de la semaine portera essentiellement sur la liste des 27 de Jean-Luc Gasset. Le technicien français a-t-il fait de bons choix pour aller à la conquête de la 3e étoile? On en parle en plateau avec deux invités. Le premier, il s'agit de Fadel Keïta. Fadel, Aquaba. Aquaba, merci de l'invitation. Merci de nous visiter ici à l'Intelligent TV. Le second invité, c'est notre aîné, le grand frère, comme on l'appelle dans le milieu, le général. Il s'agit de Fernand Dédé Tagro. Fernand, Aquaba. Aquaba. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, messieurs, avec vous, nous allons décrypter l'actualité autour de l'organisation de la CAN qui s'annonce dans moins de 15 jours. Et on commence maintenant avec le groupe à la loupe. L'Égypte, le Ghana, le Mozambique, le Cap-Vert évolueront dans le groupe B au stade Félix Houphouët-Boigny. Ces deux équipes, le Ghana et l'Égypte, sont en quête d'une autre étoile. Sont-ils armés pour pouvoir remporter ici, en Côte d'Ivoire? On en parle sur ce plateau, mais avant, suivons cet élément de la rédaction. Le groupe B, constitué de l'Égypte, du Ghana, du Mozambique et du Cap-Vert, évoluera au sein du stade Félix Houphouët-Boigny pour ce premier tour de la CAN 2023. L'Égypte et le Ghana sont sans doute les favoris de cette poule, mais la grosse surprise pourrait venir du Cap-Vert et du Mozambique. Avec 7 titres de championne d'Afrique, dont un triplé historique en 2006, 2008 et 2010, l'Égypte est une force majeure dans le football africain. Finaliste de la CAN 2021 au Cameroun, les Pharaons visent une 8e étoile en Côte d'Ivoire. Mais les Pharaons n'ont plus remporté la Coupe d'Afrique des Nations depuis 2010, soit 14 ans. Finaliste en 2017 et 2022, la bande à Mohamed Salah n'est pourtant pas passée bien loin de soulever de nouveau le Graal ces dernières années, bien que Mohamed Salah ait mené l'équipe en finale en 2017 et 2021. Elle n'a pas encore réussi à décrocher le trophée continental. Un point d'ombre dans la brillante carrière du sociétaire de Liverpool. À la CAN en Côte d'Ivoire, l'entraîneur portugais Rui Vitória aura la tâche de redonner à l'Égypte son statut de grande nation du football africain. Avec seulement 3 participations à la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe nationale du Cap-Vert, qui va connaître sa 4e participation en Côte d'Ivoire, a déjà laissé une empreinte indélébile. Lors de sa première participation en 2013, les requins bleus ont créé la surprise en atteignant les quarts de finale. Malgré une 2e qualification consécutive pour la phase finale en 2015, l'aventure s'est arrêtée au premier tour. Après une disette de 4 ans, le Cap-Vert est revenu au Cameroun en 2021, franchissant à nouveau le premier tour et atteignant les 8e de finale. Avec seulement 3 participations à la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe nationale du Cap-Vert, qui va connaître sa 4e participation en Côte d'Ivoire, a déjà laissé une empreinte indélébile. Lors de sa première participation en 2013, les requins bleus ont créé la surprise en atteignant les quarts de finale. Malgré une 2e qualification consécutive pour la phase finale en 2015, l'aventure s'est arrêtée au premier tour. Après une disette de 4 ans, le Cap-Vert est revenu au Cameroun en 2021, franchissant à nouveau le premier tour et atteignant les 8e de finale. À la 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire, quelle surprise! L'équipe du Cap-Vert, dirigée par le sélectionneur Pedro Leitao Brito, réservera-t-elle cette fois-ci? Les requins bleus promettent de faire vibrer les stades ivoiriens. Le Ghana, 3e nation la plus régulière de la Coupe d'Afrique des Nations, après l'Égypte et la Côte d'Ivoire, participera à sa 24e CAN en Côte d'Ivoire. Avec 4 titres remportés, 1963, 1965, 1978 et 1982,
Le Ghana se classe parmi les nations les plus titrées du continent, aux côtés du Cameroun. Pour la CAN en Côte d'Ivoire, les Black Stars du Ghana pourront compter sur des joueurs tels qu'Inaki Williams, Thomas Partey et Jordan Ayew. Cependant, c'est sur la grande expérience d'André Ayew, âgé de 33 ans, que l'équipe devra s'appuyer pour faire la différence. Ayew est le joueur le plus capé de la sélection et a déjà atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2010 et 2015, terminant 3e en 2008 et 4e en 2012 et 2017. Sa participation à cette 6e CAN en Côte d'Ivoire sera cruciale pour les Black Stars qui cherchent à remporter le 5e titre, une quête qui dure depuis plus de 40 ans. En assurant sa qualification avec un point lors des éliminatoires, le Mozambique a même fait mieux en remportant sa confrontation face au Bénin à domicile 3-2. Les Mamba participeront pour la 5e fois à la Coupe d'Afrique des Nations après les éditions de 1986, 1996, 1998 et 2010. Les Mamba n'ont jamais réussi à franchir le premier tour de la compétition. L'aventure en Côte d'Ivoire pourrait bien être l'occasion de briser cette malédiction et d'écrire une nouvelle page dans l'histoire du football mozambicain. Alors, messieurs, quel est votre regard sur ce groupe B? Écoutez, c'est un groupe que je qualifierais de groupe cassé en deux. Il y a deux favoris, l'Égypte et le Ghana, qui sont des habitués de la Coupe d'Afrique des Nations, qui sont détenteurs du trophée, qui l'ont déjà gagné, qui connaissent donc la pression de cette compétition, la pression des vestiaires. Et il y a les deux autres qui sont des outsiders, le Cap-Vert et le Mozambique. Et puis, il faut le dire, hein, ce sont deux équipes aussi, qui au dents longues, parce qu'on l'a noté lors des dernières phases finales de Coupe d'Afrique, que le nivellement se fait désormais à tous les niveaux, et que toutes les équipes commencent à progresser en raison de la formation et puis, comme je dis, en raison de la présence active des joueurs professionnels au sein des équipes. Et donc le niveau se rapproche, mais fondamentalement dans ce groupe-là, il y a l'Égypte, le Ghana, et il y a le Mozambique et le Cap-Vert. Alors Fadel, pour vous? Ouais, je vais aborder dans le même sens. Je dis qu'on a deux catégories. Et moi, ce que je souhaite souligner, c'est de faire très attention aux outsiders. Parce que le Mozambique, c'est une équipe joueuse, c'est un collectif et ils sont beaucoup agressifs. Et je pense qu'ils ne vont pas miser sur le nom du Ghana parce que moi, je vois l'Égypte et sincèrement dit, je vois le Mozambique. Parce que le Ghana, c'est un nom pour moi. Au jour d'aujourd'hui, voilà. Justement, le Ghana, ça fait plus de 40 ans que le Ghana court après une autre étoile. Est-ce que aujourd'hui, cette équipe-là a les hommes, les âmes qu'il faut pour remporter ce trophée? Il a sorti même du premier tour? Déjà, il faut qu'il sorte déjà du premier tour. Et il ne faut pas sous-estimer les deux autres équipes. On a vu le Cap-Vert contre nous ici. C'était pas facile, mais on a joué avec l'expérience. Et le Mozambique, pour avoir regardé le match contre le Bénin, je pense qu'il faut faire très attention. Le Ghana, c'est... Si on arrive à appeler aujourd'hui Abedi et comment on appelle Ayew, je pense que c'est parce qu'il y a un problème. Voilà. Donc le Ghana, pour moi, c'est un nom. C'est seulement dit, moi, je n'ai pas peur du Ghana par rapport aux autres équipes. Je place l'Égypte comme tête de liste et puis après, les trois autres sont au même niveau pour moi. Alors, le Ghana ne fait plus peur. Je pense qu'il faut compter avec le Ghana qui joue à Abidjan, qui connaît bien la Côte d'Ivoire évidemment, qui a connu un passage à vide, surtout après la sortie d'Abedi Père. Il y a eu une génération d'athlètes qui n'a peut-être pas répondu à l'attente du football ghanéen. Et puis ces dernières années, on a quand même vu des joueurs ghanéens qui progressent dans les équipes européennes. Moi, je pense à un garçon comme Kudus, qui est d'un talent, un gaucher qu'il faudra suivre dans cette équipe-là. Et donc, le collectif du Ghana, c'est le football qui
qu'on appelait le football brésilien à l'époque, qui a totalement plongé en raison des problèmes de gestion, des difficultés de gestion des ressources humaines. Je vais être poli en le disant ainsi, des ressources humaines, parce qu'on est toujours surpris que dans les catégories inférieures, les pays africains dominent, montrent des valeurs, montrent des séquences, et puis au niveau supérieur, on ne les voit pas toujours. Mais je pense que c'est dû à la gestion des ressources humaines. Et aujourd'hui, cette équipe-là vient à Abidjan dans une poule jouable. Elle sait très bien qu'elle a une grosse machine qui a été finaliste en 2021, 2022 à Yaoundé. Elle sait qu'il faudra donc jouer en fonction de l'Égypte et puis gérer les matchs face au Cap-Vert et au Mozambique. Mais attention, gérer les matchs, ça ne signifie pas les prendre pas sur mesure, hein, parce que ce sont deux équipes qui sont capables de créer la surprise parce qu'elles sont joueuses, elles n'ont rien à perdre. De toute façon, tout le monde les donne dans le cas outsider, donc elles vont jouer leur va-tout. Et donc le Ghana, dans cette poule, c'est très bien qu'il y a l'Égypte devant elle, qui est son principal adversaire, mais qu'il faudra savoir gérer les deux outsiders. Oui, parlons des deux outsiders. Le Cap-Vert, qui avait surpris lors de la CAN en 2013. Aujourd'hui, elle essaie tant bien que mal de se faire une place quand on parle du nivellement au niveau du football. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion ici à Abidjan d'écrire notre histoire pour cette sélection? Pourquoi pas? Moi, j'ai été surpris évidemment au Gabon par le Cap-Vert, par son jeu chatoyant, son enthousiasme, son insouciance dans le jeu. Et puis au Cameroun, on l'a vu, elle est venue avec cet acquis de faire son jeu, de ne pas prendre la pression par rapport aux équipes. Et elle a passé le premier tour, cette équipe. Elle progresse évidemment. Elle a des joueurs qui sont formés pour la plupart à l'extérieur, donc qui arrivent, qui découvrent l'Europe, l'Afrique. Et donc, à mon avis, toutes les équipes aujourd'hui, comme je dis, le niveau, puisque aujourd'hui, moi je considère le championnat d'Afrique, la CAN, comme une Coupe d'Europe délocalisée en Afrique. La plupart des équipes aujourd'hui courent pratiquement toutes derrière même les joueurs de deuxième division en Europe, en négligeant les joueurs du championnat local. Donc tout le monde joue en Europe, tout le monde arrive sous le soleil par le temps d'harmattan, tout le monde a le même environnement difficile. Il n'y en a pas véritablement une équipe, même la Côte d'Ivoire n'est pas habituée à l'harmattan dans lequel il va se retrouver au mois de janvier. Donc toutes les équipes ont leur chance. Alors parlons de climat. Est-ce que ce climat-là sera favorable à l'Égypte qui vient ici en Côte d'Ivoire? Écoutez, ils ont des repérages, ils ont l'habitude, ils sont des professionnels, ils savent très bien qu'il faut prendre le temps de connaître l'environnement, maîtriser l'environnement. Et ils ont la chance d'être à Abidjan, au bord de la mer, donc d'un climat beaucoup plus doux. Par contre, au contraire de ceux qui sont carrément au nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo par exemple. Et donc, il faudra faire avec. On n'aura jamais toutes les conditions réunies à la fois, mais ce sont des professionnels qui vont prendre toutes les informations. Leur ambassade ici vont leur donner toutes les informations, toutes les précautions. Il faudra s'alimenter, il faudra s'hydrater, il faudra se reposer. Fadel Keïta le sait, pour les joueurs, le plus important c'est le repos. Il faut suffisamment prendre de l'énergie, surtout par le repos, par l'alimentation d'abord, ensuite par le repos. Et donc ce sont les conditions que les staffs techniques, l'encadrement doit pouvoir réunir pour mettre les joueurs dans un environnement sain. Alain Fadel? Je suis tout à fait d'accord. L'harmattan, c'est pour tout le monde. Comme Fernand vient de le dire, sur les 27 sélectionnés de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un qui joue à Abidjan. Il y a le gardien. Folie, bon. Il sera sur le banc, il est le troisième gardien, il sera sur le banc. Troisième gardien. Bon voilà, donc on va tous s'adapter, et puis bon, on a l'avantage, on est chez nous, donc on a un peu plus de chance que les autres, mais sur ce plan, on était sur le même niveau. Alors parlons des Pharaons. Les Pharaons, avec Mohamed Salah, ils avancent, ils progressent, mais n'arrivent pas à remporter de titre. C'est quoi le souci? J'ai été déçu par l'Égypte au Cameroun. C'est une équipe solide.
qui a tremblé face à la Côte d'Ivoire, notamment en huitième de finale. La Côte d'Ivoire était un cran au-dessus, mais elle a tactiquement joué sur le mental des éléphants, par exemple. Elle a réussi à affaiblir les éléphants en sortant Franck Kessié, qui paraissait monter en puissance dans le groupe. Je l'avais remarqué ça en 2008 à Koumassi. Ils avaient utilisé la même stratégie contre Yaya Touré, qui était le véritable ordinateur à l'époque, qui était le passeur, qui était le distributeur. Et dès les 10 premières minutes, il fallait le sortir, il fallait l'affaiblir, ils l'ont fait. Ensuite, le banc égyptien, il était particulièrement acariâtre, il énervait tout le monde. Ce banc aurait dû prendre très vite, au moins dès les huitièmes de finale, il aurait dû prendre le carton rouge. Parce que l'entraîneur s'était laissé convaincre qu'il fallait énerver ses collègues sur ses adversaires, énerver les arbitres, et il pensait que c'était un système de jeu. Pourtant, l'équipe avait les armes, avait les hommes, avait un gardien qui à lui tout seul décourageait toutes les initiatives, mais l'entraîneur, le banc, l'esprit de jeu n'était pas bon. Alors, l'Égypte est quand même constante. On la voit régulièrement au sommet, dans les derniers carrés. En finale, elle a perdu face au Sénégal au tir au but. C'est une équipe qui est une vraie machine de guerre. Là, je regarde la moyenne d'âge, oui, sont autour de 27 ans. C'est une équipe d'expérience. Et puis, il y a Mohamed Salah. Mohamed Salah, à lui tout seul, ne fera pas la Coupe d'Afrique, mais il est un pion essentiel dans cette compétition. C'est un pion essentiel et qui se place sur le chemin de nouveau, malheureusement, de la Côte d'Ivoire au second tour. Alors, Fadel, avec Mohamed Salah qui, tant bien que mal, essaie de tirer cette équipe-là, mais qui n'y arrive pas, est-ce que ce sera la bonne pour lui ici en Côte d'Ivoire? Je pense bien qu'il a une carte à jouer, parce que pour moi, c'est sa dernière CAN. Donc, il a tout pour sortir par la grande porte. Et l'occasion est belle pour lui en Côte d'Ivoire. Et surtout, c'est une pelouse comme le Félicia. Je pense qu'il va se faire plaisir. Et l'Égypte, Fena a bien fait de le souligner, c'est une équipe qui joue en fonction de l'adversaire, l'Égypte. Quand tu as affaire à une grande équipe, ils cherchent toujours à neutraliser le meilleur joueur de l'équipe. Ils jouent sur le terrain et jouent en dehors du stade. Donc, il faut faire très attention avec l'Égypte. Quand tu les domines, c'est toujours le meilleur joueur adverse qui cherche à casser. Et donc, on a été victime de cela pendant deux compétitions. Heureusement, on n'est pas dans la même poule, mais c'est pour qu'on se retrouve en huitième de finale, mais on est déjà averti. Donc, pour revenir à l'Égypte encore, je dirais qu'ils vont essayer de faire comme l'Argentine. Voilà, parce qu'ils vont tous vouloir jouer pour Mohamed Salah. Parce au niveau international, il sera en fin de carrière. Donc, ils vont tout faire pour qu'il sorte par la grande porte et l'aider à atteindre son objectif, qui est de remporter cette CAN. Mais, comme je l'ai dit, nous aussi, c'est notre souhait et on verra par la suite. On viendra sur la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Alors, messieurs, si vous devez miser, c'est vrai que certains l'ont dit d'entrée, mais si vous devez miser sur ces 4 équipes, qui au second tour? Au second tour, moi je vois probablement, en regardant les forces et faiblesses des deux équipes, en regardant leur expérience, en regardant l'expérience des joueurs dans la haute compétition, je vois l'Égypte et le Ghana. Je vois l'Égypte et le Ghana. Et comme je pense probablement que la Côte d'Ivoire va se battre pour être leader de sa poule, je préfère que l'Égypte arrive en leader de la poule B. D'accord. Oui, moi je dirais la même chose, mais entre le Mozambique et puis le Ghana pour la deuxième place, moi je souhaite croiser le Mozambique pour la deuxième place parce que voilà, ça va nous éviter de croiser l'Égypte. Voilà. Alors, mais pourquoi tout le monde fuit l'Égypte? Non, on a une revanche à prendre avec l'Égypte. On ne fuit pas vraiment l'Égypte. La Côte d'Ivoire a battu l'Égypte, c'est gagné l'Égypte. C'est vrai que dans les phases finales de la CAN, l'Égypte a toujours dominé par le mental l'équipe ivoirienne, par la provocation, par les pertes de temps. C'est d'ailleurs pour ça que je salue aujourd'hui le chronométrage des pertes de temps.
Aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver à jouer 15 minutes d'arrêt de jeu parce que tout ça faisait partie des stratégies d'une équipe de l'Égypte qui savait tuer le jeu, qui savait énerver ses adversaires. On les a en 2006, la Côte d'Ivoire a tenu tête mais terriblement à cette équipe. En 2008, c'est vrai, elle nous a poignardé parce que c'était une CAN taillée sur mesure pour la Côte d'Ivoire. On avait l'impression, les éléphants ont survolé la compétition jusqu'à Koumassi, malheureusement, où on est tombé sur l'Égypte. Mais la Côte d'Ivoire a quand même pu battre l'Égypte en éliminatoire, par exemple, en 2004. Donc, on sait la gagner. Mais dans ce genre de situation, plus le pays organisateur va le plus loin possible, mieux l'environnement, l'ambiance, l'enthousiasme, la chaleur est plus forte. Et donc, il est préférable d'aller avec les équipes qu'on est à 70% sûr de dominer tout de suite que de se mettre en équation compliquée avec des chiffres. Et surtout qu'on sait qu'après, on a toujours, soit au tir au but, soit c'est un score d'1-0. Moi, j'ai vu la CAN en 98. La Côte d'Ivoire a fait un match extraordinaire en demi-finale au stade municipal de Ouaga. Oui, c'est bien ça, en quart de finale, je crois, ou demi-finale, mais c'était un match extraordinaire. Malheureusement, au tir au but, c'est l'un des meilleurs joueurs d'ailleurs, malheureusement, qui encore tombe, qui rate le but. Et donc, éviter l'Égypte le plus tôt possible, ce serait pas mal pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, messieurs, je pense que nous avons fait le tour de la question de ce groupe. Nous allons maintenant aborder la question de la semaine. C'est fait. Jean-Luc Gasset a dévoilé hier jeudi sa liste de joueurs retenus pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Une liste de 27 joueurs sans Wilfried Zaha, Eric Bailly, mais avec 2 blessés certains et 3 surprises. Jean-Luc Gasset a-t-il fait le bon choix pour aller à la conquête de la 3e étoile, ou du moins ce commando fait-il peur? On en parle, mais je vous replonge dans l'ambiance de la conférence de presse hier au Radisson Blu. 3 gardiens de but. Yaya Fofana, Foli Charles et Sangaré Badra. Huit défenseurs. Aurier Serge, Willy Boli, Diallo Ismaël, Ousmane Diomandé, Ghislaine Conan, Odilon Kosonou, Evan Ndika, Wilfried Singo. Six milieux du terrain. Amani Lazare, Doumbia Idrissa, Fofana Seko, Kessier Franck, Sangaré Ibra et Seri Michael. Les joueurs offensifs, Adingra Simon, Jonathan Bamba, Jérémy Boga, Oumar Diakité, Max Gradel, Sébastien Aller, Konaté Karim, Kwame Christian, Crasso Jean-Philippe et Nicolas Pépé. C'est tous les critères. J'ai essayé de mettre le sportif, je vous en ai parlé déjà, la vie de groupe. Mais je sais très bien que quand on est sélectionneur, et j'ai eu des discussions avec des illustres personnages, comme Aimé Jacquet, comme Didier Deschamps, comme Hervé Renard, qui ont fait des choix forts à des moments, et seul le résultat va compter. D'accord? Quand Aimé Jacquet se passe d'un ou deux joueurs à grande personnalité, ou que Didier Deschamps se passe du Ballon d'Or, ou que Hervé Renard se passe de 2-3 joueurs majeurs, on se pose beaucoup de questions. Mais au final c'est après la compétition qu'on dit si c'était une bonne... Alors, messieurs, là, on était à la conférence de presse hier
avec Jean-Luc Gasset, des choix forts. Alors, Fadel, comment vous avez accueilli cette liste? Ben, disons qu'on s'attendait moins. C'est pas une surprise. Hein. Voilà, sur les 27, on a peut-être 2-3 noms qu'on ne connaît pas très bien. Sinon, bon, comme on le dit, on va être solidaire du sélectionneur, mais on a toujours quelque chose à dire. On a toujours quelque chose à dire. Quoi à dire? Ben, la non-sélection d'un jeu d'espérance en défense, parce que quand je regarde la composition de la défense, à part Serge Aurier, qui a une expérience de compétition du CAN, je n'ai pas un autre joueur qui a cette expérience. Et dans ce genre de compétition, il faut toujours avoir sur le banc un jeu d'expérience en défense. Et moi, c'est peut-être mon seul problème au niveau de... Mais quand il dit aussi qu'il aurait dû, s'il appelle Franck et Eric Bailly, ce n'est pas pour le mettre sur le banc. Mais moi, je mets Eric Bailly dans le même contexte que Mas Gradel. Ils peuvent apporter sur le banc, à l'entraînement, comme au cours des matchs. À tout moment, un jeu d'expérience peut apporter. Ça dépend du dialogue que tu as avec ce joueur. Hervé Renard l'a fait avec Kopa Barry, mais à un moment important, il a eu besoin de Kopa Barry. Et là, il y avait un autre gardien. Et comment il s'appelle, qui, si je ne me trompe pas, il joue en Norvège, là, qui était là. Mais il pouvait jouer. Mais c'est Kopa Barry on l'a mis parce que c'est un jeu d'expérience pour une finale. Donc il y a des compétitions où il faut toujours avoir un jeu d'expérience sur le banc de touche. Donc voilà ce que moi je pouvais dire au niveau de la défense. Au milieu de terrain, bon, c'est les mêmes. Il n'y a pas trop de grandes surprises, mais Dieu merci que dans l'équipe, on a un numéro 10 qui est Lazare qu'on ne connaît pas. Nous, Ivoiriens, on ne le connaît pas bien. On ne le connaît pas très bien. Mais après avoir visionné ces matchs, je pense que c'est un jeu qui peut nous apporter offensivement. Qui aime le 1 contre 1, qui aime faire les dernières passes. Et je pense que ça manque beaucoup à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, la dernière passe. Donc, c'est bon, étant donné que Adengra, on ne sait pas à quel moment il va revenir. Donc, Lazare peut nous apporter. Si le groupe est toujours maintenu, parce que dit en guillemets, il y a des joueurs provisoires. On pensait que c'est des joueurs qui allaient encore venir, mais c'est toujours les mêmes qui sont sur la liste, qui vont encore jouer des matchs. Donc pour nous tous, c'est une liste en guillemets qui est définitive. Mais on prie Dieu que nos joueurs là ne se blessent pas pour les derniers matchs qu'ils ont à jouer. Et en plus, il y a le cas d'Idrissa Doumbia. Personnellement, je ne peux pas trop en parler parce que là, je constate que c'est un joueur qui joue à El Ali, si je ne me trompe pas. Mais bon, on verra, on verra. On a un match à jouer contre la Sierra Leone. On espère le voir en situation de jeu pour nous faire une idée du joueur. Et puis après, en attaque, on prie que, comme on dit, notre espoir allait. Parce que toute une équipe, c'est le numéro 9. Voilà. On espère qu'il sera apte, même si ce n'est pas le premier match, pour qu'il participe à cette belle fête. D'accord. Fernand? Oui, une liste acceptable? Moi, je ne suis pas surpris du tout, hein, parce que l'entraîneur ne pouvait pas inventer l'eau chaude. Il ne pouvait pas aller chercher des joueurs qu'il n'a pas vus en situation. Il a utilisé environ 44 joueurs depuis qu'il est là, depuis un an et demi. Il les a vus en matchs amicaux, il les a vus en match officiel. Et sur les derniers matchs qui ont été décisifs dans le choix de ces éléments, il en a vu certains, par exemple la défense. Il s'est assuré avec le repositionnement de Ndika dans l'axe central qu'il avait une espèce de garantie. Bien encadrée par les jeunes. Donc, il s'est fait une idée, il a consolidé ses prévisions. Au milieu, comme dit Fadel, il n'y a absolument rien à dire. C'est ce qu'il y avait de crémeux dans son groupe. Il les a retenus. On espère simplement que le milieu comprenne la fusion qu'il y a à avoir entre eux pour permettre de produire du spectacle, du jeu.
du jeu, surtout de l'efficacité. Évidemment, moi je ne discute pas toujours le choix des entraîneurs parce qu'il est le seul à savoir que tel joueur a telle performance, tel joueur a telle difficulté, il a peut-être un problème au niveau émotionnel que le spectateur lui ne connaît pas, il a peut-être une difficulté de gestion de sa vie privée que l'entraîneur sait ou que les médecins savent que le supporter Mazo ne lui connaît pas. Et donc, et comme la plupart aujourd'hui des observateurs en Côte d'Ivoire sont ont le regard fixé sur les télévisions étrangères, ils regardent les championnats étrangers et ils se fixent une idée, ou alors ils ont leurs parents qu'ils souhaitent avoir dans le groupe. J'ai vu par exemple le jeune Amani, j'ai vu la manière dont ses parents ont fêté sa sélection. Il a admis un bac, ça, pour lui. Être aujourd'hui en équipe nationale, c'est comme une admission au bac, c'est-à-dire que l'attente était trop forte. Je comprends aujourd'hui tout ce qui se passe autour des équipes nationales. Mais l'entraîneur a un choix à faire, il a un objectif, il a 23 hommes à choisir. Moi, mon seul problème, et ça je l'ai dit et je continue de le dire, je me suis battu pour cela, il faut respecter et promouvoir le football local. On ne peut pas continuer de jouer au football en Côte d'Ivoire et continuer de minimiser, de négliger les joueurs pour lesquels nous autres nous déplaçons tous les dimanches pour aller au stade. Autant nous dire, restez chez vous, le jour des matchs de l'équipe nationale, on va prendre les joueurs qui jouent à la télévision dans les équipes européennes, on va s'asseoir, le football n'existe plus. Ah non, je ne suis pas d'accord, il y a 27 joueurs à prendre, l'entraîneur avait le temps de prendre les 23 qu'il souhaite en Europe, mais au moins les meilleurs de notre championnat peuvent figurer dans cette équipe-là, ne serait-ce que pour leur permettre de côtoyer eux aussi le haut niveau, pour apprendre. Donc vous diront que Folie dans la sélection. Oui, je veux dire, si la Fédération ivoirienne de football organise une compétition sur une saison, que la Fédération ivoirienne de football désigne elle-même les meilleurs de la saison, quand on est meilleur, c'est pour être promu, pour faire sa promotion. Donc, sa performance doit être soutenue. Donc, comment on dit à un footballeur local, eh bien, bats-toi, si devant, il est sûr que tout ce qu'il fait, c'est juste pour Yopougon, il le fait. Non, je pensais que le président Idriss l'avait dit, il faut mettre les places en concurrence, les meilleurs au meilleur poste. Donc, je suis en train de faire un plaidoyer aussi pour les footballeurs locaux. J'espère que pendant cette CAN, à défaut de les prendre dans l'équipe nationale, au moins la fédération va trouver un moyen de faire venir ces enfants-là dans les stades, leur trouver des tickets, des billets d'entrée, pour qu'ils voient au moins le spectacle. C'est pour eux le spectacle, en partie. C'est pour eux. C'est eux qui sont les athlètes, qu'on les aide à vivre ce spectacle-là, pas seulement devant la télévision. On ne les a pas pris en équipe nationale parce qu'on cherche les meilleurs, les oiseaux rares en Europe. Ok, faites ce que vous voulez, ce n'est pas grave. Mais au moins, aidez-les à vivre ce match-là de l'intérieur pour qu'ils aient l'impression qu'on les respecte aussi pour le sport qu'ils pratiquent, parce que le danger qu'il y a, dès qu'un joueur qui joue ici, qu'on ne considère même pas pour l'équipe nationale, qui est bon pour l'équipe CHAN, dès que le même joueur va en Europe, on le rappelle dans l'équipe nationale. Il faut nous respecter. Il faut nous respecter parce que c'est nous, en Afrique, qui faisons ce football-là. Et ça, c'est une bataille que nous menons aussi bien au niveau de la CAF. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a créé le CHAN, en espérant qu'on reprendrait, on donnerait un peu plus de chance aux joueurs locaux. Mais il ne faut pas catégoriser le football. Le football, c'est un ballon qui court, c'est le meilleur au meilleur moment qui doit figurer dans l'équipe nationale. D'accord. Parlant d'absence, Fadel a parlé d'Eric Bailly. Félan, le sélectionneur a justifié l'absence d'Eric Bailly. Il n'est pas compétitif. Il ne peut pas le prendre pour ce n'est pas une garderie. L'équipe nationale, ce n'est pas une garderie. Ce n'est pas une assise sociale. Ceux qui arrivent, ils doivent être au meilleur moment dans leur équipe. C'est vrai qu'Eric, son passage de Manchester à Marseille, il n'a pas été particulièrement à son aise. Il va en Turquie, il a des problèmes. Un entraîneur joue sur la valeur du moment. Eric, malheureusement, sur la courbe de ces dernières années, Eric n'est pas malheureusement entré dans... C'est un excellent joueur. Moi, je salue Eric Bailly. En 2015, c'était d'ailleurs la première fois. Je l'avais vu jouer au Jeu de la francophonie en 2013.
je le revois la deuxième fois, il est en équipe nationale. Et j'avais écrit à l'époque, attention, comme disait tout à l'heure Fadel, il est trop jeune, il découvre la compétition par le haut, il faut faire très attention. Mais il a fait une CAN extraordinaire, Eric. Donc les enfants, les jeunes, sont capables de faire progresser les équipes, ce n'est pas seulement les anciens. Eric Bailly a fait une CAN extraordinaire, seulement les blessures qu'il a contractées régulièrement l'ont affaibli et peut-être qu'il a pris un coup aussi au mental. J'enchaîne pour parler de Zaha. Zaha, moi je l'ai découvert en 2012 pour la première fois et j'ai couru chez Sidi Diallo, paix à son âme, pour dire attention, on m'a parlé d'une perle qui va certainement être l'une des meilleures de notre football, mais il veut jouer en équipe d'Angleterre. S'il te plaît, essaie de voir pour le récupérer. Au début, il n'a pas voulu venir avec nous. Il a fallu courir pour que le joueur arrive avec nous. Mais il a un problème d'intégration. Une équipe, c'est un groupe. Il n'y a pas, quel que soit le niveau de la star, si elle ne rentre pas dans le groupe équipe, elle ne pourra pas progresser. Et c'est ça qui est la difficulté de Zaha. C'est le gros problème qu'il a. Il est talentueux, il est capable de débloquer un match. J'ai vu en 2019 le match contre le Mali. On est complètement mort dans la tribune. Les confrères maliens commencent à nous dire c'est fini pour vous aujourd'hui. Tôt ou tard, le but va rentrer et c'est Zaha qui nous sauve. Ça, c'est un coup qui peut arriver, mais l'essentiel, c'est le groupe. Il faut respecter les vestiaires, il faut respecter le groupe. Les frustrations des vestiaires restent au vestiaire, les souffrances des vestiaires restent au vestiaire. Malheureusement, Zaha n'est peut-être pas entré totalement dans le groupe et c'est ce qu'il paye cash. Alors Fadel, avec ce groupe, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un commando qui peut aller à la bataille? Oui, il avait déjà dit dès le départ. Gassé nous avait déjà promis un groupe commando et c'est nous qui étions pressés. On était pressés parce que les premiers matchs, on ne voyait pas grand chose. Mais au fur et à mesure qu'on jouait les matchs, on a vu que l'équipe se mettait en place. Et aujourd'hui, on peut dire à 95% que le commando est là. Le commando est là, sauf que parmi les commandos, on a des tireurs d'élite qui sont blessés. Donc, c'est un peu cette crainte-là que nous avons. Mais moi, j'ai jamais douté de lui. Sincèrement, je n'ai jamais douté de lui parce qu'il a côtoyé des grands entraîneurs. Il a travaillé avec Laurent Blanc. Il est passé par Bordeaux. Et il connaît un peu ce qu'on appelle la haute compétition. Donc, il nous a promis, le groupe commando est là. À nous d'être solidaires de ce groupe commando et d'espérer, parce que c'est le souhait. Tous les moyens ont été mis à la disposition de la sélection. Et on espère que ce groupe commando, avec des joueurs d'expérience, comme je l'ai dit, pourront nous aider à atteindre notre objectif. Alors, quand je compare la liste du Maroc, du Cameroun, et que je vois un peu celle de la Côte d'Ivoire, je suis un peu inquiet. Au-delà des blessures, on a certains joueurs qui ne sont pas titulaires à 100% dans leur club. Et j'ai un peu peur. J'ai peur pour ce commando qui, ma foi, ne peut pas aller au combat si on rencontre une grosse équipe comme l'Égypte, on en parlait tout à l'heure. Oui, c'est une peur à la fois justifiée et pas. Justifiée parce qu'effectivement, la pression de la CAN, c'est sur un mois. C'est-à-dire qu'on demande à la fois les efforts psychologiques, le physique, le mental, la pression du public, les parents qui vous regardent. Attends, ils ont quoi, 22 ans pour certains, 23 ans. Un garçon comme Yaya Fofana arrive pour la première fois, il va prendre la compétition par le sommet, il a 23 ans, il va découvrir ce que c'est que la pression du public qui n'attend que la victoire, quel que soit. Donc oui, il leur faudra s'armer de courage. Mais comme je dis, ce sont des compétiteurs. Ils savent qu'ils doivent écrire leur histoire. Ils vont l'écrire en fonction. Moi, j'ai beaucoup apprécié, par exemple, les matchs amicaux. Les derniers matchs amicaux de la Côte d'Ivoire. Face au Maroc, certains ont dit « Ah, le Maroc n'a pas joué, la Côte d'Ivoire… » Non, la Côte d'Ivoire était en place. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu une équipe ivoirienne aussi placée, cohérente, précise et qui faisait des choses dans les actions placées, à chacun jouait son rôle. Il y avait peu de dépassement de rôle, de fonction dans cette équipe. Chacun faisait son travail comme il fallait et il y avait de la percussion, il y avait évidemment des imprécisions. Et face à l'Afrique du Sud, on n'a peut-être pas compris très vite cette équipe-là. Elle a été menée au score. Oui.
elle a bataillé pour revenir. Ça veut dire qu'elle a une âme de guerrière. Elle est capable, face à l'adversité, de se surpasser. Et le match qui suit, ensuite, Seychelles. Bon, les Seychelles, c'est un feu d'artifice. Tout le monde le savait. Tout le monde savait que l'équipe était une mise en bouche, en réalité. Le match qui justifie la progression de la Côte d'Ivoire, c'est surtout face à la Gambie, dans un environnement difficile où l'équipe voyage, doit arriver dans un environnement qu'elle ne maîtrise pas tout à fait et se sortir de ce piège-là. Donc l'équipe est en place, elle se met en place. On n'a pas beaucoup disent on va gagner la CAN. Non, moi je ne suis pas malheureusement de cet avis. Je souhaite qu'on la gagne. Mais on a déjà gagné beaucoup. Avec la construction des infrastructures que nous avons, la CAN nous aura permis de développer déjà le football en Côte d'Ivoire, de permettre au football local de se dérouler dans des enceintes correctes, de quitter le palais des sports, le parc des sports et le stade Champroux, ce synthétique-là qui brise les chevilles des jeunes. Aujourd'hui, eux aussi vont jouer dans un environnement, dans un stade. Ça, c'est déjà un gain. Maintenant que nous allons le plus loin possible, si nous gagnons la compétition, c'est top. Mais pour l'instant, oui, on n'a pas l'équipe de la génération dorée. Imaginez-vous, de 2006 à 2015, l'équipe que nous avions aurait dû remporter toutes les compétitions organisées. C'était une équipe de rêve. Moi, j'ai vu des journalistes étrangers pleurer à notre place quand on nous éliminait. Je leur dis, mais c'est le football. Ils disent, non, c'est pas possible. C'est pas possible. La Côte d'Ivoire doit gagner ce match, mais on l'a perdu. Aujourd'hui, donc on n'a pas ces éléments-là, on n'a pas ces éléments, ces joueurs de génie qui étaient titulaires, performants dans les plus grands clubs. Mais ceux qui sont là, il faut leur faire confiance, il faut les aider, il faut les accompagner, il ne faut pas les opposer les uns aux autres, il faut surtout insister sur leur qualité plutôt que sur la qualité de ceux qui sont absents. Alors parlons de qualité, en conférence de presse, le sélectionneur Jean-Luc Gasset a livré les qualités d'Amani Lazare et de Diomandé Ismaël. C'est ses performances et sa polyvalence. Il a la polyvalence de jouer soit latéral gauche, soit défenseur gauche à 3. Et vu la saison qu'il fait cette année, il a une expérience aujourd'hui qui fait qu'il m'assure la couverture des deux postes. Amani a un petit peu le profil de Junior, sans être un meneur de jeu, c'est plus un relayeur, mais c'est un petit gabarit vif qui court beaucoup, qui est un passeur, et il ressemble à mon avis le plus à Junior. Il nous fallait un joueur créatif de ce côté-là. Et c'est ce qui a fait pencher la balance, mais je connais Nicolas. Alors bien sûr, c'était là les qualités d'Amani, de Chester. Alors parlons un peu de Chester, Diallo Chester. Il était avec l'équipe de U23 qui était en Égypte et aujourd'hui en sélection. C'est une récompense pour lui? Pas une récompense, c'est la coupe normale. J'en parlais tout à l'heure quand je parlais de gestion des ressources humaines au niveau des équipes africaines. Moi, j'ai été surpris, par exemple, je suis heureux pour Franck Kessié. Je l'ai vu en 2013, champion d'Afrique de la catégorie U17. Il est aujourd'hui dans sa courbe normale. Nous avons milité à partir de 2014 avec la fédération pour dire attention, s'il est le capitaine des U17, s'il est capitaine des U20, qu'il a joué la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde, la logique voudrait qu'il soit dans le groupe des éléphants A. Pas parce qu'il joue en Côte d'Ivoire, il faut le négliger. Et donc, c'est d'ailleurs là qu'il a commencé à faire sa première pige. Et donc, c'est normal que ces enfants qu'on a vus dans les sélections inférieures, qu'on les retrouve 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard. Ce n'est pas juste qu'on perde comme ça des joueurs et puis après on court derrière les binationaux. Je ne leur en veux pas. Les meilleurs, ce sont des Ivoiriens qui évoluent en Europe, qui sont pour certains nés en Europe, mais qui ont la fibre patriotique, donc il faut les intégrer. Je n'ai rien contre eux, mais je dis, la progression, on doit suivre ces enfants-là. Et c'est logique
que ces enfants qu'on a vus en catégorie inférieure, on les retrouve en l'équipe A. Je suis heureux pour lui. Alors, parlant d'Amani, il était également joueur du tournoi de Toulon et aujourd'hui en sélection. Fena vient de le souligner, c'est la suite logique. C'est une suite logique. On commence en bas et on termine en équipe première. L'équipe première, c'est l'équipe nationale A. Donc, c'est pas étonnant. C'est le mérite. C'est un travail qu'il a fourni depuis des années. C'est la récompense qu'il a. Donc, on voit sa famille jubiler, c'est tout à fait normal. Le maillot national, c'est pas un jeu. Il faut courir derrière le maillot national. Quand tu connais ce que ça veut dire, tu ne dois pas jouer avec le maillot national. Et donc, quand une famille est réunie pour attendre la liste des 27 et que ton fils est dedans, mais c'est un trophée. Les gens n'ont pas compris pourquoi Sérédé l'a pleuré. Nous sommes près de 30 millions d'habitants. Il faut prendre 27 pour aller défendre la nation. Donc, être parmi les 27, c'est déjà une victoire. Donc, je suis content pour ces jeunes parce qu'ils ont, comment on appelle, une lourde charge. Ils ont l'ADN des sélections. Voilà, ils ont une lourde charge et je pense et je suis sûr qu'ils seront à la hauteur. Alors, parlant aussi des surprises, on ne s'attendait pas à lui, mais il est là, Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, c'est véritablement à la fois mon espoir et ma déception. C'est un garçon talentueux, bourré, capable de changer le cours d'un match. Il a une spéciale que j'aime beaucoup. Cette plongée, il est gaucher, il est sur la droite, il a une plongée dans l'axe. Et au moment où on pense qu'il va soit chercher un partenaire, il a l'intérieur du pied et c'est imparable en règle générale. Il nous a fait le coup face à l'Algérie en 2021 à Douala. C'est vraiment un joueur qui est capable. Malheureusement, il a peut-être fait des mauvais choix sportifs. Pas toujours bien calculé. Et après, quand on prend le plomb dans la tête pour un joueur, quand ceux qui doivent vous accompagner sont les premiers à dire il n'aurait pas dû, quand ça ne va pas, on ne voit plus personne. La victoire a plusieurs papas malheureusement. Et quand le joueur est en difficulté, qu'il a besoin, il n'y a plus personne. Et là, aujourd'hui, il revient. Il revient. C'est vrai qu'en Turquie, je ne l'ai pas vraiment vu explosif. Je l'ai vu sur un match et l'entraîneur a peut-être pensé que son profil dans son projet de jeu permettait de l'intégrer. On va le voir sur le coup, mais c'est vraiment ma surprise dans ce coup-là. Et j'espère que mon espoir aussi, il est à sa 3e CAN. J'espère qu'il va effectivement exploser cette fois pour confondre tous ces détracteurs. Monsieur, je voulais... Allez-y, vas-y. Moi, je voulais ajouter aussi quelque chose par rapport à Nicolas Pepe. C'est qu'il a son compère de Lille qui est là. Ouais, Jonathan Bamba. Et quand tu écoutes le discours du sélectionneur, il dit veut revoir le Nicolas Pepe de Lille. Donc, c'est pas pour rien qu'il a... Il faut un partenaire. Voilà. Et Nicolas, le fait de ne pas trop jouer et d'être revenu au bon moment, je pense qu'il peut nous apporter beaucoup. Voilà. Dans son style de jeu, il est unique. Et si Nico est en pleine possession de ses moyens, il va nous apporter beaucoup. Voilà. Il a besoin d'être mis en confiance. Le fait de le sélectionner, c'est déjà lui montrer que nous avons confiance en lui. À lui de nous rendre la monnaie maintenant. Voilà. Donc je pense que c'est bon pour lui. Donc, le prochain match amical, je pense qu'il va jouer pour qu'on voit un peu son niveau et puis voir dans quelle mesure il va apporter au club. Donc je suis sûr et certain que ça a été un bon choix. Ce n'est pas une surprise, c'est un ancien de la maison qui revient au bon moment. Donc je suis content pour lui. D'accord, monsieur, je voudrais qu'on revienne un peu sur le poste de gardien de but. On a 3 gardiens. Yaya Fofana, qui a joué pratiquement les derniers matchs, les 5 derniers matchs. On a Sangaré et on a Folly, dont le dernier match date de juin à Ndola où il a pris 3 buts. Aujourd'hui, pour vous, c'est qui est le gardien numéro 1 quand on part à une compétition comme la CAN?
L'entraîneur, le sélectionneur l'a dit, le numéro 1 c'est Yaya. Parce que s'il y a un poste professionnel dans une équipe de football, c'est bien le poste de gardien. Là, on sait très bien qui est le numéro 1, qui est le numéro 2, qui est le numéro 3, qui est le numéro 4. Ça ne se discute pas. L'entraîneur a été très clair. Yaya, c'est vrai qu'il n'a que 23 ans. Il a fait 4 matchs avec les éléphants. Il a pris 2 buts, notamment face au Maroc et face à l'Afrique du Sud. Il a eu une présence qui a rassuré l'entraîneur, qui l'a désigné comme le numéro 1. J'ai un pincement au cœur pour Badra. Badra qui a fait une excellente CAN. Il est resté dans les esprits sur la faute qu'il commet face à la Sierra Leone. C'est un fait de match, ça arrive ça à tout le monde. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne commettent pas d'erreur. Et il a été tellement fort dans la tête que le prochain match, il était déjà là. Il fallait être très fort de faire cette erreur devant tout ce monde-là. Ensuite, perdre son géniteur le même soir et 3-4 jours plus tard, être dans les buts et assurer sa présence. Donc, aujourd'hui, il est le plus âgé de tous les gardiens, il a son expérience, il peut être positif en apportant donc toute cette expérience-là aux jeunes qui sont avec lui, mais il est prêt à s'engager dans les buts au cas où. Mais le gardien titulaire, comme l'a dit l'entraîneur, c'est Yaya Fofana. Fadel, vous êtes pour vous Je suis tout à fait d'accord, parce que la conférence, on a compris ce qu'il a dit. Donc, Yaya, il est parti pour être le titulaire, aux autres de l'aider et d'être prêt à tout moment. Voilà. C'est une compétition qui dure un mois, donc tout le monde doit être prêt. Tout le monde. C'est titulaire. Moi, j'ai vu la CAN 2008 à Koumassi. Et c'est ce jour que j'ai vu le rôle du gardien de but. Parce que les défenseurs peuvent être brillants, on en avait, mais le gardien de but, c'est une soupape. Quand on a perdu, c'était le gardien de la SEC, l'international Kopa Barry. Quand on a perdu Kopa Barry, j'ai vu Didier Drogba pratiquement aller vers Kopa, le supplier de résister, de faire preuve de résilience pour rester. Mais quand Kopa sort et qu'on doit utiliser les gardiens remplaçants, mentalement, ils n'étaient pas prêts. C'est pour ça que le gardien numéro 2 doit être un gardien fort dans la tête, expérimenté, pour être capable à tout moment de rentrer sur le jeu, sur le terrain. On a utilisé tous nos gardiens en 2008 et malheureusement, mentalement, ils n'étaient pas prêts. On les a grillés. Je pense toujours à Loboué. Niawa, on l'a grillé au Stade Fouboigny en 2005, mais c'est surtout Loboué qui venait d'arriver, qui était très belle taille, mais qui est rentré malheureusement dans le match à un mauvais moment, et donc qui a été totalement grillé. Mais là, on a quelqu'un qui connaît la haute compétition, qui l'a déjà joué en plein temps en tant que titulaire, qui passe aujourd'hui en deuxième position. C'est comme il dit, le discours que l'entraîneur tient dans ces conditions, l'assurance qu'il donne, et c'est psychologique, le fait de le préparer mentalement, de se tenir prêt à tout moment. On a peut-être gagné, parce que si les joueurs entrent en conflit en ce moment-là, c'est dangereux. C'est dangereux. Alors, monsieur, dernière question sur ce sujet. Pour vous, qu'est-ce qui fera la force ou qu'est-ce qui fait la force de ce groupe? De mon point de vue, on joue chez nous. On a le public. On attend beaucoup de ce groupe-là et ce groupe doit se surpasser. Le public, il se fait appeler le même public que Mazo, supporter Mazo, et donc il va se fâcher, c'est clair. Quand ça ne va pas, il s'énerve, il veut tout détruire, mais le lendemain, il est là. Et un tel public, on lui fait plaisir. Donc, ils doivent apprendre à se faire plaisir. Comme je dis, ils doivent écrire leur propre histoire. C'est-à-dire que chacun de nous doit agir à laisser des traces dans l'histoire, qu'on en parle. On dit aujourd'hui le ballon Laurent Pokou, pour les jeunes. Comment j'ai croisé pour la dernière fois Laurent Pokou, c'était en 2014 à Addis Abeba, lors justement de l'attribution de la Coupe d'Afrique. Il a dit, le premier match que nous jouons en 68, justement à Addis Abeba, c'est là qu'il devient l'homme d'Asmara, ils sont battus par le Ghana. Et le prochain match, s'ils le perdent, ils rentrent au pays. En ce moment-là, Kalé Biali, après les discours de l'entraîneur, Kalé Biali réunit tous les joueurs et leur dit « Écoutez, l'entraîneur a fini son discours, mais c'est nous qui jouons. Voici les maillots. Celui d'entre vous ou d'entre nous qui pense qu'il peut jouer ce match de demain-là, choisit le maillot, on y va. »
Il n'y a plus d'entraîneur. C'est nous qui décidons. Alors, quand chacun prend son maillot, Khalid Bialik qui dit à Laurent Pokou, ton rôle, c'est de marquer les buts. Moi, mon rôle, c'est de te donner les ballons. Si je te donne mes ballons, que tu les gaspilles, tu mourras sur ton dos. Laurent Pokou détient aujourd'hui encore le record du plus grand nombre de buts marqués dans un match. Parce qu'en ce moment-là, il est rentré dans l'histoire. Laurent Pokou dit, quand il arrive à Addis Abeba, en Érythrée, à Asmara, le pays s'arrête. C'est-à-dire que c'est ici on voyait Laurent Pokou en tombe du village. Mais en Érythrée, le pays s'arrête. C'est-à-dire que le chef de l'État vient l'accueillir au stade. Ce n'est pas pour rien, on l'appelle l'homme d'Asmara. Il est rentré dans l'histoire par sa culture, son mental, sa volonté de jouer pour son pays. Quand on joue pour la Côte d'Ivoire, quand on joue pour son pays, comme il a dit, quand on porte le maillot national, on se surpasse. On meurt pour son pays. Et ces jeunes-là, ce qui va faire la différence, c'est leur capacité à se dépasser, à sortir d'eux-mêmes pour penser à ces millions de personnes qui n'ont pas grand-chose, mais qui sont en train de se tuer pour payer des maillots, pour payer des pagnes, pour être dans les rues très tard, pour les soutenir. Et il ne faut pas qu'ils regardent le côté coloré de ces supporters Mazo. La preuve, malgré tout ce qu'ils font, ils sont avec vous. Il faut leur faire plaisir. Alors, Fadel, et toi? Oui, je dirais la même chose. Ouais, nous-mêmes, comme il souligne le cas de Laurent Pokou, c'était notre cas. Hein. Même quand on jouait, quand on devait croiser la sexe, c'était pareil. Voilà, soit l'entraîneur parle, et puis après, entre vous-même, c'est vous qui êtes sur le terrain. Quand on regarde le match contre l'Afrique du Sud, à un moment donné, il y a une partie du public qui a conspiré Franck Kessié. On dirait que c'est ce qu'il attendait. Mais après, qu'est-ce qu'on a vu? C'est un autre Franck Kessié de 22 ans qu'on a vu sur le terrain. C'est ça. Tout passait par lui. Et ça, c'est une compétition où ces anciens-là doivent parler aux jeunes. On doit être tous unis. On doit être un seul joueur sur le terrain pour défendre le maillot. Et si on aborde, on va dans le même sens, je pense que ça va se faire. En 2015, personne ne croyait à cette victoire. On avait qui? On avait Yaya Touré comme ancien. On avait certains, mais Yaya était le seul patron. Mais il y a certains qui arrivaient à parler à Yaya comme Gradel. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? On a remporté. Quand tu vois Yaya parler à son grand frère Kolo ou bien à son grand frère Kopa Bari, pour dire c'est toi, tu vas nous faire gagner. Mais ça s'est réalisé. On a besoin de ces joueurs-là sur le terrain pour pouvoir parler aux jeunes. Et si ça se passe comme ça, il n'y a rien. Il n'y a rien en face, comme on le dit dans nos jargons en Côte d'Ivoire. Il n'y aura rien en face. Moi, j'ai confiance à mon pays. J'ai confiance aux 27 joueurs que Gassé nous a donnés, aux 27 commandos. Et nous aussi, nous sommes des commandos dans les tribunes. On fera ce qu'il faut pour que la coupe reste chez nous à la maison. D'accord. Messieurs, nous allons fermer ce chapitre pour aborder la dernière articulation de ce rendez-vous. Les échos de la CAN, préparation des éléphants, la Côte d'Ivoire sera face à la Sierra Leone. Après le désistement du Mozambique, la Côte d'Ivoire a trouvé un sparring partner pour se jauger avant la CAN 2023. Il s'agit de la Sierra Leone. Les éléphants seront face aux Lion Stars au stade Laurent Pokou de San Pedro le samedi 6 janvier 2024 à partir de 17h. Ce sera le deuxième de la Côte d'Ivoire au stade portant le nom de la légende du football ivoirien. L'information a été ventilée par la Fédération ivoirienne de football le lundi 25 décembre 2023 à travers ses canaux de communication. Une rencontre qui interviendra un peu plus d'une semaine après la publication de la liste des joueurs retenus par Jean-Louis Gasset pour la CAN 2023. Le vice-président de la République et le Premier ministre sur les chantiers de la CAN à Yamoussoukro et Bouaké. Le vice-président de la République Tiemoko Meilet Koné et le Premier ministre Robert Begré-Mombé étaient le mardi 26 décembre 2023 en visite sur plusieurs infrastructures liées à la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Les autorités ivoiriennes restent vigilantes
sur les moindres détails au niveau des infrastructures sportives de la compétition. C'est le sens de la visite du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie Robert Begré-Mambé à Yamoussoukro et à Boaké. Après une visite guidée au stade Charles Konombani de Yamoussoukro, le chef du gouvernement a invité l'ensemble des équipes mobilisées à ne rien négliger en matière de technique. Le Premier ministre a rejoint ensuite la délégation du vice-président Thiemoko Meillet Kone pour la visite des installations de l'hôtel président de Yamoussoukro. 2. Des principaux réceptifs hôteliers qui hébergeront les participants de cette messe du football africain. À Boaké, d'autres infrastructures hôtelières ont également été visitées par les 2 personnalités. C'est le cas notamment de la cité Cannes, une cité de 32 villas de luxe de 5 pièces chacune destinées à l'hébergement des équipes logées dans la poule D. Les nouvelles aérogares de Korogo et San Pedro opérationnelles. Les nouvelles aérogares de Korogo et de San Pedro sont opérationnelles depuis le 27 décembre 2023. Avant cette date, le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, a visité l'aérogare de Korogo le vendredi 22 décembre 2023. À l'issue de l'inspection, il a annoncé la mise en service de cette aérogare ainsi que celle de San Pedro dès le 27 décembre. La construction de nouvelles aérogares à Korogo et San Pedro s'inscrit dans le vaste programme de développement du transport aérien initié par le gouvernement ivoirien. Elle s'inscrit aussi dans le cadre de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. La FIF offre des tickets de match aux membres actifs. En assemblée générale extraordinaire le mercredi 27 décembre 2023, le président de la FIF, Yassine Idriss Diallo, a promis mettre à la disposition des membres actifs de la FIF des billets d'entrée pour les matchs des éléphants. Chaque membre actif aura droit à 3 tickets de différentes catégories. Ainsi, les présidents de clubs ont un billet Hospitality. Les secrétaires généraux bénéficieront des billets de catégorie 1. Un autre billet de catégorie 2 sera mis à la disposition d'un membre du staff de l'association membre. Aliou Cissé met fin à la polémique sur son salaire. Le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, a mis fin à la polémique autour des 6 mois de salaire impayés. En effet, d'après CNews qui cite le quotidien Source A, l'homme au Lox se désole de ce débat. Je ne veux vraiment pas parler de cela. Je suis concentré sur la préparation pour défendre notre titre de champion d'Afrique, a répondu le patron du banc des Lions de la Teranga. C'était les échos de la CAN. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir. C'était les échos de la CAN avec Cécile Mobio. Alors, messieurs, qu'est-ce qui retient votre attention parmi ces échos? Moi, c'est le match amical. On vient de choisir les joueurs qui vont donc représenter la Côte d'Ivoire. Ils sont encore dans l'émotion. Ils vont arriver. Certains ont encore des matchs, surtout pour ceux qui jouent en championnat d'Angleterre. Ils vont arriver certainement à la fin du mois. Et, ils vont intégrer le groupe, ils vont se repositionner. Ils savent maintenant que tous les regards sont tournés vers eux. Le monde entier a le regard sur le pays organisateur, sur les joueurs retenus par Jean-Luc Gasset. Et donc, ce match-là est important. Pas décisif pour la vie des joueurs, mais important pour apprécier les dispositifs dans lesquels le projet de jeu que l'entraîneur national va mettre en place. Ensuite, pour les joueurs eux-mêmes, attention, il faut en même temps se donner à fond et éviter de se blesser pour rater un grand moment comme ça de retrouvailles de toutes les stars en Afrique. Alors Fadel, il y a eu la visite du vice-président du Premier ministre à Boaké et à Yamoussoukro. Oui, on a tous vu ça, la visite du vice-président et du Premier ministre. Le décor est planté. À nous de se faire plaisir. C'est ce que je peux dire au niveau de la visite du vice-président, du Premier ministre. Et au niveau de la sélection, les 27 sont connus.
Il nous reste un match amical. Il faut le jouer intelligemment. Il faut pas... On n'a rien à prouver. C'est pas là qu'il faut prouver. C'est juste se retrouver. Commencer à dire, à partir de cet instant, la compétition commence. Voilà, donc je souhaite le meilleur au 27 et que la fête soit belle pour notre pays. J'ai juste un mot à ajouter pour la visite du Premier ministre et du vice-président. C'est rassurant en fait, en réalité, parce qu'en Afrique, on a toujours du mal à achever les infrastructures dans les délais. Normalement, là aujourd'hui, on a fini, on a présenté toutes nos infrastructures depuis 6 mois. Donc, quand il y a des informations diffuses, malgré les assurances de la CAF qui dit que tout est prêt, tout est bon, c'est vrai qu'il y a toujours des détails à régler jusqu'au dernier jour, jusqu'à la fin de la compétition. C'est rassurant pour les autorités nationales, au plus haut sommet, d'aller sur le terrain pour passer le message à tous les partenaires, à tous les pays qui arrivent, leur dire « Oui, nous sommes au premier plan, nous sommes nous-mêmes allés voir, nous avons vu, par exemple, vous savez, au niveau des cités Cannes, certaines équipes ont décidé de se loger ailleurs. On aurait pu penser que c'est parce que la Côte d'Ivoire n'a pas offert le meilleur. Mais en réalité, quand le vice-président va, qu'il voit, qu'il regarde, ça conforte l'idée que chaque équipe est libre de son choix. La CAF offre la liberté à chacun de se loger dans le site dédié ou ailleurs, selon son choix. Certaines équipes ont fait le choix d'être totalement autonomes. Là, la visite du vice-président et du Premier ministre rassure sur la question à Yamoussoukro et à Bouaké. Et d'ailleurs, la Ligue des champions féminines avait montré que la Côte d'Ivoire était déjà dans sa Coupe d'Afrique, et c'est une très très bonne chose. On a vu le président de la fédération également distribuer en griffe des tickets au président du club, aux membres associés. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale extraordinaire de la FIF. Comment vous jugez ce acte-là, Fadel? Mais ce n'est pas nouveau. Chaque fois qu'il y a les matchs de l'équipe nationale, les présidents du club, les associations membres de la fédération ont toujours eu des tickets. Donc ce n'est pas nouveau, c'est une bonne chose. Peut-être qu'au lieu de 3 tickets, peut-être qu'on pouvait arriver à donner plus, parce qu'après ça va être très difficile aux dirigeants de partager les tickets. Parce que là, le premier ticket va revenir au président, le deuxième au secrétaire. Après, le 3e ticket, ça c'est bon vouloir du président du club. Donc il ne faut pas que ça frustre certains aussi, qui sont aussi membres du club, parce que tout le monde va assister au match de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. J'aurais souhaité que ça soit plus, mais c'est ce que la fédération pouvait faire. Donc on dit merci au président du football ivoirien, le président Idriss Diallo. Mon plaidoyer demeure, président des clubs, oui, mais surtout les athlètes qui, eux, sont l'âme de notre football. Les présidents les encadrent, ce sont eux qui jouent, et il serait bien qu'ils soient dans l'environnement de cette CAN. Pourquoi pas faire des photos avec les athlètes, les joueurs qui arrivent, et qu'ils se fassent connaître, qu'ils se fassent plaisir. Et donc, si la FIF a les moyens d'aider les clubs, il faut travailler sur ce côté, permettre, par exemple, aux meilleurs joueurs désignés par la FIF elle-même comme les meilleurs des matchs, leur permettre, donc ils sont meilleurs, c'est leur récompense de bénéficier de ce ticket, puisque quand il y a les matchs, on désigne les meilleurs joueurs par match. Donc le meilleur homme du match, on en a 26 journées, on en a 26 tickets. Donc je pense qu'il il faut innover à ce niveau pour que tout le monde participe à la fête. Monsieur, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Notre émission tire à sa fin. Je vais faire un dernier tour de table. Qu'est-ce qu'on doit retenir de la semaine en termes d'organisation au niveau de la compétition FENA? Oui, je pense que le COCAN, malgré toutes les difficultés, les tiraillements qu'on a connus, a avancé au niveau des infrastructures, au niveau des équipements. Maintenant, on est à 15 jours d'une compétition de ce niveau. Il y a encore quelques détails à régler. C'est maintenant que nous devons faire bloc. C'est-à-dire que c'est terminé, le temps des polémiques stériles est passé. Aujourd'hui, nous devons faire bloc ensemble pour d'abord le pays, pour la fête,
pour le plaisir, parce qu'on aime ce jeu, on aime ce football. Et recevoir ici toute cette crème, ces gens qu'on voit souvent à la télévision, qu'on rencontre dans les autres pays, qu'on voit dans les journaux, ils sont en Côte d'Ivoire. Mohamed Salah est logé à l'hôtel Tiama. Je veux dire, les Ivoiriens n'imaginent pas ce qui se passe sous leurs yeux. On a Sadio Mané, qu'on a eu le temps de voir, il est là avec vous à Yamoussoukro. C'est-à-dire c'est l'occasion pour les populations de Yamoussoukro de s'ouvrir à ces populations-là. Moi, j'ai demandé par exemple à un frère qui est de Korogo, mais il faut veiller, il faut agir à parrainer une équipe pour que ton village soit supporter de cette équipe-là et que cette équipe vienne, par exemple, dans ton village. Ça permet une interculturalité qui ouvre l'esprit des jeunes qui disent « Ah mais tiens, j'étais petit, j'ai vu telle star chez moi, il a offert tel cadeau. » Voilà, on n'a peut-être pas encore atteint ce niveau de réflexion. Et aujourd'hui, la CAN est là, elle est à nous. C'est notre CAN et nous devons ensemble faire en sorte qu'elle soit la meilleure possible. Fadel? Je vais souligner quelque chose de très important que Fena vient de souligner, le fait de parrainer. Vous voyez, on a joué un match contre la sélection, je ne sais pas si c'est le Cap-Vert qu'on a gagné 4-0 là. Et le lendemain, ils se sont retrouvés à Benjerville pour aller faire un don. C'était les Seychelles. Voilà, Seychelles, qu'on a gagné, mais ils se sont retrouvés le lendemain à aller faire un don à l'orphelinat de Benjerville. Donc c'est pour dire que si des gens pensent, ils innovent, ils peuvent avoir la visite des délégations des pays, ça ne va pas coûter grand chose. Le fait de dire que j'ai eu la chance de faire une photo avec Salah, ou j'ai eu la chance de faire une photo avec Samasekou à Korogo, avec, comment on appelle l'autre fils qui est avec Tottenham. Tu vois, c'est des choses. Même nous-mêmes, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, on va jouer à Abidjan, mais on joue à Ebempe. Il sera peut-être bien que la sélection nationale se déplace quelque part pour aller faire un geste. Ça va apporter beaucoup de choses. Mais on n'est pas dans l'organisation, on ne fait que dire. Voilà, donc on va souhaiter le meilleur à notre équipe nationale. On espère et on prie Dieu que les 27 se portent bien jusqu'au dernier match de février. On va croiser les doigts pour que nos 27 commandos se portent mieux pour terminer la CAN ici en Côte d'Ivoire jusqu'au 11 février 2024. Alors, messieurs, c'est ici que prend fin ce 5e numéro de votre émission AquaCAN. J'ai été ravi d'être en votre agréable compagnie. J'espère que vous avez pris plaisir à être avec nous pour commenter ensemble cette liste de 27. On se donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même lieu. On reste connecté sur l'Intelligent TV. La CAN, c'est chez nous tous. Au revoir.